Merci beaucoup, merci Yvan, merci à toutes et à tous de m'accueillir. Vous présentez déjà mes excuses pour mon absence de cet après-midi, mais voilà, j'ai quelques contraintes d'agenda et je suis obligé de repartir prématurément. Vous dire que je suis accompagné aussi par Corinne Olaondo, qui est au fond de la salle, qui est l'administratrice nationale de la MGEN chargée de la région Bretagne. Voilà, Corinne. Et puis Catherine Thor, qui est par ailleurs aussi administratrice nationale de la MGEN et qui sont venus avec moi faire le déplacement. Je voudrais vous remercier de m'accueillir et puis vous dire que c'est toujours un plaisir, et c'est un plaisir particulier de se retrouver après la période que nous avons traversée, la période Covid qui a distendu les liens, et plaisir de me retrouver ici avec vous. Et puis j'avais eu l'occasion de me déplacer notamment à l'occasion des premières rencontres que nous avions eues, à l'occasion du rapprochement de la MGEN et de la MGET. Et vous dire que depuis ce temps-là, les travaux que nous menons sont toujours dans la ligne de ce que nous souhaitons faire pour nos adhérents. Vous dire que ce rapprochement est fructueux notamment parce qu'il y a des outils que vous connaissez, par exemple l'IRPS, l'Institut de recherche en prévention de santé, fondé par la MGET et qui aujourd'hui nous permet de travailler et de valoriser ces actions auprès des collectifs RH, comme on appelle, mais surtout auprès des employeurs, parce qu'effectivement, la santé et la qualité de vie au travail des adhérents, des agents est importante. Il y a aussi un outil que vous connaissez, un dispositif moi, que je trouve remarquable, c'est la Fondation de la route. Et la Fondation, par exemple, a une activité très forte, et notamment en direction du grand public, sur tout ce qui relève de la prévention routière. L'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est pour vous faire part un peu de l'actualité de la mutuelle, l'actualité que vous connaissez aussi, bien évidemment, autour de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. C'est en cours de négociation. Ce que je vais développer là aujourd'hui, à l'instant T, sera peut-être moins vrai demain parce que les négociations avec les organisations syndicales sont en cours. Et notamment Christophe est sur le sujet, Natacha. Donc je crois que c'est important de pouvoir en parler. Et puis parce que certaines de vos interventions précédentes y ont fait écho. Le gouvernement, la volonté du gouvernement, c'est de faire de cette réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires un objet du bilan sur la fonction publique, sur son travail sur la fonction publique. Et dans son objet de bilan, il souhaite à la fois vanter les mérites d'une négociation collective qu'il aurait réalisée, et puis aussi, puisque ça je l'ai entendu mais c'est très important, c'est-à-dire qu'à travers ce dispositif, il souhaite valoriser son action en termes de pouvoir d'achat au personnel. Ce qui est assez drôle de parler de pouvoir d'achat avec la santé alors que le point d'indice est gelé. Alors que Pardon ? J'ai fait le calcul, moins 2,3%. Voilà, c'est ça. C'est justement l'intervention. Je trouvais le parallèle assez intéressant de ce point de vue-là. Mais ça, c'est le gouvernement. Je veux dire, mais je souhaite pointer ce paradoxe-là. Très concrètement, qu'est-ce que la PSC ? Moi, je ne vais pas faire un long discours, mais juste vous donner les grands thèmes. Très concrètement, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, c'est en gros, j'allais dire aligné, mais avoir la même pratique de l'ANI, l'accord national pour les entreprises du privé, c'est l'appliquer à la fonction publique. C'est-à-dire que l'État participerait au financement de la complémentaire santé des agents et ainsi on développerait des contrats à adhésion, des contrats collectifs, et ça c'est important mais j'y reviendrai, à adhésion obligatoire. Ça c'est un vrai changement. C'est-à-dire que
pour le coup, ce n'est plus l'agent qui adhérerait ou la personne qui adhérerait à un contrat qu'il aurait choisi en fonction de ses besoins, c'est-à-dire que ce serait un contrat collectif négocié par l'employeur. Ça, c'est déjà des choses qu'il faut avoir en tête. Alors, à partir de ce dispositif-là va se déployer en plusieurs étapes, mais vous avez sans doute reçu des communications, et à partir du 1er janvier prochain, 2022, il y a une participation de l'employeur de 15 € pour le financement des agents à la complémentaire santé. C'est le début de ce dispositif, mais il y a aujourd'hui une négociation avec les organisations syndicales pour déterminer le contenu d'un panier de soins. C'est-à-dire, en gros, dans l'avenir, qu'est-ce qui sera couvert en termes de santé. Alors, là, moi, je ne suis pas dans les négociations, et ni même la MGN, mais ce qui semblerait se dessiner, c'est qu'il y aurait un panier de soins supérieur au dispositif privé, au dispositif ANI. Il y a le contenu du panier de soins, il y a aussi des solidarités à mettre en œuvre, et il y a aussi derrière la mise en œuvre de ce dispositif. Donc comment on va mettre en œuvre ces contrats. Ce qui se dessinerait, c'est s'il y avait un accord interministériel majoritaire signé. Il pourrait y avoir des discussions par ministère et par employeur pour aller vers des contrats à adhésion obligatoire, des contrats collectifs, j'entends. Et un point qui est important, c'est que les contrats obligatoires, normalement, ne seraient pas automatiques. Mais là, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le gouvernement et la DGAFP poussent fortement à ce que ces contrats soient obligatoires, et que si jamais il n'y avait pas de contrat obligatoire, la participation de l'employeur pourrait être diminuée. Donc voilà, mais pour vous dire que c'est, quand on parle de négociation collective, il y a quand même un article du plan de financement, du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit que s'il y a un accord qui est collectif, un accord obligatoire, eh bien, il pourrait y avoir une défiscalisation de la cotisation. Donc vous voyez qu'on est à la fois dans de la négociation et pour autant on est dans des aspects législatifs qui vont à un moment donné, nous contraindre. Ici, je rappelle, c'est des organisations syndicales qui discutent avec le gouvernement pour la mutuelle, pour la MGN. Nous, c'est de donner des appuis techniques, des éclairages, aux collègues des syndicats sur certains points, sur les paniers de soins, sur l'équilibre des solidarités, sur quelque chose d'important, notamment quand on discute dans les cahiers des charges, c'est avoir des pondérations liées notamment à la solidarité. Et donc, c'est une articulation que l'on doit trouver. Il y a quand même sur ces dispositifs, et même si il faut reconnaître que le fait que l'employeur participe, même si c'est peu, c'est quand même une avancée. Il y a quand même quelques points de vigilance, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que le contrat collectif à adhésion obligatoire, eh bien, ça prive l'agent de sa liberté de choix. C'est lui qui, à un moment donné, qui doit savoir ce dont il a besoin. Mais ça, effectivement, c'est un sujet important. L'autre point de vigilance pour nous, c'est que dans ce qui va être négocié dans le cadre du panier de soins, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de diminution des risques couverts. C'est-à-dire que l'offre qui existe aujourd'hui au niveau de la santé, il ne faut pas que celle qui arrivera demain soit une régression, parce que ça n'aurait pas de sens.
Ce qu'il y a aussi d'important et qu'on doit, enfin, qui nous préoccupe, c'est tout ce qui concerne la prévoyance. Aujourd'hui, nous avons une offre globale santé-prévoyance. Et demain, ce qui semblerait se dessiner, c'est qu'elle soit découplée. La santé d'un côté, la prévoyance de l'autre. Et aujourd'hui, on n'a pas de garantie dans les textes. Peut-être que ça évoluera, mais aujourd'hui, là, on n'y voit pas très clair. Ensuite, quid des garanties d'autonomie, de dépendance, voilà, ça c'est des sujets qu'il faudra qu'ils soient traités. Ce qu'il y a le point de vigilance, hein, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un peu de recul sur l'ANI, l'accord national interprofessionnel, on sait que dans le cadre de contrats collectifs dans les entreprises privées, on sait que 25% des salariés du privé qui ont un contrat collectif dans une entreprise, 25% sont obligés de se couvrir avec ce qu'on appelle une surcomplémentaire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de renchérir. Donc, on surrajoute au coût de la mutuelle. Alors, il y a un point de vigilance il y en a deux, moi, qui nous préoccupent. Un, c'est que dans tout ce qui est discuté, on n'entend pas trop parler de ce qui est accompagnement social et prévention. Ça, pour le coup, c'est un peu... c'est pas tout à fait là. Enfin, on ne voit pas trop où veut aller l'employeur public. Et l'autre sujet de préoccupation, c'est le sujet des solidarités et c'est le sujet des retraités. Et parce que ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que si l'État participe pour les actifs, s'il n'y a rien pour les retraités, que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer quand un agent actif va devenir retraité ? Est-ce que ça se passe comme ce qui se passe bien souvent dans le cadre de l'ANI, c'est-à-dire qu'il y a une couverture d'une année, je crois, supplémentaire, et puis après, la cotisation augmente, puisqu'il n'y a plus de participation de l'employeur. Donc ça, ces sujets, je crois que les collègues des syndicats le discutent au niveau de l'État. Pour nous, je crois qu'il nous apparaît important qu'il y ait un positionnement fort sur un socle interministériel pour la fonction publique d'État. Voilà, une couverture complète en santé et prévoyance. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Je crois que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on traite les personnes, les agents de la même façon. Voilà, quels sont les besoins, de quoi doivent-ils bénéficier? Et je crois aussi que dans ce sujet de la protection sociale complémentaire, eh bien, je crois que ça doit être aussi une réflexion globale. Vous l'avez évoqué dans vos interventions, mais je crois que c'est important de le rappeler. Ça doit être un élément de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la santé, et puis il y a à la fois comment on développe des actions de prévention, comment on développe très simplement ce qu'on fait avec l'IRPS, mais comment on développe le bien-être au travail, comment on développe aussi, par exemple, des sujets de préparation à la retraite, c'est-à-dire comment on développe, comment on aide ou on est aux côtés de l'employeur et comment on s'assure que les agents ils soient couverts en santé, mais aussi qu'ils soient bien pris en compte tout au long de leur activité. Aujourd'hui, les négociations sont en cours. C'est les représentants syndicaux qui sont donc à la manœuvre pour négocier avec le ministère. Effectivement, on est dans une négociation qui est alors pas aisée parce que, alors bon, il y a le tunnel des présidentielles qui va arriver, alors là, je ne sais pas s'il va sortir, mais aussi on a Madame de Montchanin qui a une vision peut-être qui ne correspond pas à la nôtre non plus en termes de couverture des agents, mais pour autant, le sujet que j'évoquais précédemment sur les retraités, ça, je crois, ça a fait mouche parce que c'est des choses qui sont rentrées aussi dans le spectre de leurs préoccupations.
Tout ça pour vous dire que ce sujet, puisque, bon, voilà, je sais qu'on tape beaucoup sur les mutuelles, mais je crois qu'il ne faut pas que l'État oublie que bien souvent, dans certains dispositifs innovants, téléconsultation, implants dentaires, enfin, un certain nombre de sujets, les mutuelles agissent en termes d'innovation. Et on disait tout à l'heure avec mes collègues, notamment sur les implants dentaires, aujourd'hui, c'est la Sécu qui est complémentaire de la complémentaire. Il y a sur des dispositifs comme ça. Et voilà, je pense qu'il faut aussi avoir ça à l'esprit. Et puis, il faut avoir aussi à l'esprit que les mutuelles, dans leur ensemble, elles sont offreurs de soins. Elles essaient sur l'ensemble du territoire, et notamment la MGN, par l'intermédiaire du groupe Vive, d'avoir des implantations de centres de santé, de centres dentaires, pour permettre aux personnes et aux citoyens d'accéder aux soins à des tarifs opposables et à des tarifs où on limite, même au-delà de la limite, on ne voit pas de dépassement d'honoraires. Elles sont offreurs de soins, elles ont des établissements de santé, des centres de santé, c'est-à-dire que aussi elles sont employeurs, et qu'à ce titre-là, elles jouent un rôle. Elles jouent un rôle dans la société, et elles jouent un rôle d'accompagnement, d'orientation du patient, de l'usager, parce qu'on sait très bien qu'en termes de santé, la première porte poussée peut être la première source d'inégalité. Donc voilà, moi je ne vais pas aller plus loin, parce que si on veut échanger, mais en tout cas, vous remercier de votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Oui, bien sûr.